Eh bien, merci d'être venu en ce milieu d'après-midi pour cette rencontre avec, vous voyez, c'est toujours bien fait, bien affiché, avec Ferhat Alani qui est ici, juste au-dessus, son roman « Le ciel est immense », et puis Soufiane Kalawa pour « Chasseur d'été », avec ce thème passé sous silence, de romans qui nous plongent dans des univers éloignés, mais effectivement, il y a des silences que l'on va briser ou pas. Ferhat, vous nous amenez dans une quête, en fait, hein, celle d'un oncle disparu mystérieusement lors d'un vol. Il est pilote d'essai, et comme avait dit joliment Libération, il s'est volatilisé, le jeu de mots était habile, et de là va suivre toute une aventure pour savoir ce qu'est devenu ce cousin, mais bien sûr, on le devine, autour de lui, il y a beaucoup de silence. Et puis, Soufiane, lui, nous transporte dans une ville de province, où l'on va suivre les aventures d'un groupe de jeunes. Là aussi, comme dans votre roman Ferhat, Soufiane casse les clichés sur cette jeunesse qui est plus complexe qu'on ne le pense. Et il y a aussi des quêtes, il y a aussi des personnages inattendus. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, mais il y a quand même une première question qui vient à l'esprit, Ferhat. Le ciel est immense. Le thème passé sous silence. Et vous commencez alors, peut-être est-ce avec une forme d'ironie, votre livre, par une phrase qui dit, une phrase d'André Gide, très belle d'ailleurs, « Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. » Pourquoi avoir choisi cette phrase? Pour illustrer un livre qui va quand même nous emmener autour de cette aventure qui consiste à déjouer le silence, ou en tout cas à éclaircir les mystères d'un passé familial. Bonjour à tous. Alors pourquoi cette phrase mise en exergue? C'est parce que j'ai eu le sentiment, sans connaître d'ailleurs les titres qui allaient sortir à la rentrée littéraire de 2025, j'ai eu le sentiment d'explorer une thématique déjà très explorée par la littérature, que sont les secrets de famille, le silence que vous avez évoqué, etc. Et donc je voulais quelque part annoncer que l'intention n'est pas de se répéter, mais d'être singulier dans une thématique qui est universelle. Et souvent, alors c'est très banal, mais je parle souvent des chansons d'amour. Il y a des chansons d'amour qui sortent toutes les semaines et à chaque fois elles sont singulières à leur façon. Donc c'était une manière un petit peu de conjurer cela, et je me suis rendu compte à la rentrée qu'il y avait pas mal de livres sur la même thématique, sur les familles, sur les non-dits, sur l'absence. Et donc j'avais anticipé à juste titre, c'est qu'on est beaucoup quand même à explorer le silence, et Soufiane aussi en fait partie. Sauf que le cadre de ce silence, il est un peu particulier dans votre cas, parce que c'est presque une réalité qui échappe au lecteur français, c'est-à-dire prise de conscience de l'existence de cette vie en Irak, de cette collaboration militaire avec ce qui était l'URSS. Donc il y avait une forme, c'est presque un passé sous silence un peu exotique, puisque c'est une découverte pour le lecteur, il n'imagine pas tout ça. Et tout à fait, mais moi c'est un peu ma vie. Moi je suis né en France, je suis né à Paris, mais de parents irakiens. Et l'Irak n'a pas d'histoire coloniale ou d'histoire précise avec l'Irak, sauf dans une courte fenêtre de l'histoire. Et donc depuis mon enfance, quand je dis que je suis d'origine irakienne, ça pose déjà question. Il y a déjà une forme de marginalisation parmi les marginalisés, quelque part. Et donc cette démarche est certainement née aussi de mon expérience de vie, de vouloir raconter un pays méconnu, mais dont on a entendu parler beaucoup, par la guerre, par la violence. Et à mon humble avis, ce n'est pas suffisant pour comprendre ce pays. Et donc, certes, c'est une histoire de secret qui, je l'espère, est universelle, mais c'est aussi la grande histoire de l'Irak, méconnue, et d'une période en particulier que moi-même je ne connaissais pas, qui est ces relations troublantes entre l'Irak, mais aussi le Moyen-Orient de manière générale, et l'URSS à l'époque, en pleine guerre froide, les années 60-70, où tout allait très vite, tout se bousculait politiquement et de façon violente. Et donc raconter la trajectoire personnelle de cet oncle, que je n'ai pas connu, qui a existé et que j'ai imaginé ensuite, dans cette trajectoire historique qui a bousculé le monde, en commençant par l'Irak.
Alors on a ce premier aperçu avec vous de ce silence. Il est aussi question de silence dans votre livre, Soufiane. Un silence un peu particulier, et peut-être que dès le début du livre, on sent poindre cela sur un aspect peut-être inattendu. C'est votre personnage principal. Au tout début du livre, il y a déjà cette question patronymique. Il s'appelle Ramadan, mais il se fait appeler Dan parce qu'il est, on dit, il est empreint de la culture américaine. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a ce passage assez rigolo où il parle à son copain Nelson, et son copain échafaude des hypothèses, où il dit finalement que peut-être il se fait appeler Dan parce qu'il est contaminé par la culture américaine, et Ramadan parce qu'il a été conçu pendant le Ramadan. Et au fond, il connaît rien du pays d'où il vient. Il le dit lui-même. Est-ce qu'il y avait aussi, c'est aussi ça, cette part de silence, c'est sur l'identité en fait. On vit dans une ville en France, et puis finalement on porte des noms, on porte des choses, mais on est un peu comme tous les autres jeunes, on ne sait pas d'où on vient, puis on admire des héros. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Il se fait appeler Dan parce que c'est simplement un surnom. C'est pas il n'y a pas une question de goût pour l'Amérique de sa part, en tout cas. Non, c'est l'hypothèse émise par son camarade. Oui, voilà, c'est ça. C'est un surnom parce que j'aime beaucoup travailler les surnoms dans les romans. Il y a notamment un personnage qui appelle tous les gens qu'il aime par ses propres surnoms à lui. C'est une manière de montrer qu'il aime les gens, de leur donner un surnom. Et donc oui, il y a ce dialogue avec un autre enfant, à ce moment-là, ils ont 8 ans, où il dit à cet ami qu'il est d'origine marocaine, et cet ami lui dit que ça l'étonne. Lui, son ami s'appelle Dan, donc il pensait qu'il était américain. Et en fait, cette fraîcheur-là, elle me plaisait parce qu'il y a quand même, quand on écrit un personnage d'origine immigrée, il y a quand même aussitôt tout un imaginaire qui arrive. Et parce que ça se passe vraiment dans la campagne française, une ville qui ressemble à l'endroit où j'ai grandi, où il y avait quand même pas mal de problèmes entre... il y avait très peu d'enfants d'origine immigrée, et ça pouvait être compliqué à l'école. Et en fait, la fraîcheur de ce personnage, c'est d'avoir cru que son ami était américain parce qu'il est complètement dénué de tout cet imaginaire où il pouvait se dire c'est un arabe. Voilà. Et donc, c'est un passage qui me plaisait parce que je parle de l'enfance et je voulais montrer comment on peut voir le monde quand on est enfant, et là c'était une vision très fraîche. Pour ce qui est du secret, ça commence surtout avec sa famille, parce que oui, avec Dan, le père aussi. Avec le père, exactement. Dan vit avec sa mère, et avec sa mère et sa sœur, et son père est absent. Au départ, au tout début du roman, en fait, c'est tellement un non-dit que Dan pense que ses parents sont divorcés, mais en vérité, ils ont un arrangement dont Dan n'est pas au courant. Et le père est un personnage très romanesque et qui va et qui vient. Et il est présent, il est absent, et c'est comme une menace qui plane parce que lorsqu'il n'est pas là, il peut arriver. Lorsqu'il arrive, c'est une tempête qui emporte le reste de sa famille dans des voyages ou des choses comme ça. Mais lorsqu'il est là, et Dan va grandir avec cette incertitude-là, lorsqu'il est là, il y a toujours le moment où il va partir. Et tout ça, ce sont des choses, il grandit avec ça, et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas dites aussi parce que c'est un enfant, et il y a plein de choses qu'on ne dit pas aux enfants. Et à partir de là, il y a plein de choses qu'il va échafauder lui-même, qu'il va imaginer lui-même. Et le non-dit le non-dit est forcément partout quand on écrit sur des adolescents et des enfants, de toute façon. Et il y a ce non-dit, et puis il y a le fait que peut-être tous deux, vous avez rencontré soit dans l'imaginaire, soit dans la réalité vos personnages, parce que vous, Ferhat, faut préciser les choses. Effectivement, vous avez grandi à Nanterre, mais le destin journalistique que vous avez embrassé fait qu'en 2019, vous retournez en Irak. Alors il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est ça, c'est que vous retournez au moment où le pays est en plein changement. Donc vous retournez sur cette terre-là. J'y retourne en 2003. 2003, pardon, oui. 2019, c'est le prix qui... Oui. Voilà. Et en 2003, pour couvrir l'invasion américaine de l'Irak, effectivement, je suis né à Paris, mais je rencontre l'Irak durant l'enfance et l'adolescence, après la guerre Iran-Irak,
qui a démarré l'année de ma naissance, hein, en 80, qui se termine en 88. En 89 s'ouvre une petite fenêtre et donc mon père, qui était un opposant politique au régime de Saddam Hussein, nous envoie là-bas, ma mère, ma sœur et moi, et je découvre cet Irak-là, je découvre mes origines et je peux enfin mettre des noms, des visages, des couleurs, du parfum sur cet Irak que je vais pouvoir raconter à mes camarades, mais aussi à mes enseignants à l'époque, et apporter une réponse à leurs questions qu'on évoquait tout à l'heure, l'étonnement autour de cette origine, parce que l'Irak, encore une fois, n'a pas de lien direct avec la France. Et tout ça me conduit, pour répondre à votre question, pardon, à retourner dans cet Irak-là, mais qui a complètement changé. Entre-temps, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu un embargo de 12 ans, et puis l'invasion américaine, une occupation américaine. Je décide de devenir journaliste à ce moment-là pour raconter cet Irak qui s'effondre. C'est comme ça que je commence ma carrière. Et malheureusement, cet Irak que je rencontre enfant, qui est une sorte d'Irak rêvé, perdu, tout en étant conscient de ce qu'était la nature du régime de Saddam Hussein, c'est-à-dire une dictature féroce. Mais voilà, le regard de l'enfant ne m'a jamais quitté. Et cet Irak-là, je ne vais plus jamais le retrouver. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, je vais aller dans une forme d'obsession à raconter cet Irak-là à travers différentes histoires, des petites histoires, comme on dit. Parce que vous aimez bien raconter des histoires quand vous étiez plus jeune. Raconter, partager avec vos camarades de l'époque. Il y avait déjà un côté légende ou imaginaire de ce que pouvait être l'Irak. Oui, mais c'était né d'une nécessité de répondre à ces questions. C'était pas sincèrement quelque chose dont j'avais conscience. Mais il fallait que je raconte une histoire pour remplir le vide autour de moi. Et j'exagère à peine, c'est-à-dire qu'en fait, autour de moi, évidemment qu'il y avait de tout. Il y avait des Français de partout, certains descendants d'immigrés nord-africains, d'autres de Pologne, du Portugal, peu importe, mais chacun avait un lien, encore une fois, avec cette France. Qu'il soit tragique ou non, ce n'était pas la question. Et moi, j'étais un petit peu envieux de cela, et donc, après ce premier voyage en 89, je vais tout raconter, mais tout. C'est-à-dire que la glace à l'abricot que je déguste à l'aéroport de Bagdad, les noms qu'on n'a pas le droit de prononcer, le nom Saddam Hussein, on ne peut pas le prononcer dans la rue. Donc là, à 8-9 ans, j'ai conscience qu'on n'est pas dans un pays normal. Donc je raconte tout et je me mets effectivement à aimer la narration, quitte à enjoliver certaines scènes, à romancer déjà, mais sans, encore une fois, en avoir conscience. Là, il y a l'idée de romancer, etc. Et d'ailleurs, vous aussi, Sofiane, puisque vous le dites, vous avez imaginé une ville, Blois, c'est ça, hein, dans le roman. C'est pas la ville où vous avez grandi, vous êtes de l'Est, c'est plutôt ça. Alors, je suis de Picardie, juste en dessous du nord de la France. Alors, la ville est vraiment exactement comme la ville où j'ai grandi. J'ai changé le nom, mais je voulais vraiment reprendre, comment dire, je voulais parler de l'enfance, et pour parler de l'enfance, c'était naturel pour moi de parler du territoire où j'ai grandi, et d'un territoire aussi, parce que grandir, c'est s'approprier un territoire, c'est d'abord jouer au coin de la rue, ensuite jouer à l'autre bout de la ville, et ensuite aller dans la ville voisine. Et il y a d'ailleurs, c'est ça qui rythme la structure du roman. Plus le narrateur grandit, plus il s'éloigne. Et donc oui, c'est très important de travailler sur ce territoire-là. Mais avec la liberté de l'imagination. Et bon, l'imaginaire se trouvait surtout sur les personnages. Vraiment, il y a deux personnages notamment qui sont l'ossature du roman, et j'ai toujours été fasciné par les gens qui ont énormément d'éloquence et qui savent s'emparer des imaginaires des gens. Et lorsqu'on est enfant, ils le disent à un certain moment où ils jouent au foot, lorsqu'on est enfant, on a raison soit si on crie plus fort, soit si on arrive à s'adresser à l'imaginaire des autres. Et donc il y a un personnage qui est extrêmement romanesque et exubérant, et qui a ce don de la parole. Quand il raconte des choses, il transforme ce qu'il vit et ce qu'il voit, et les autres y croient. Et ça devient une sorte de leader de la bande. Et en même temps, c'est aussi, s'il raconte ces choses-là, c'est aussi pour cacher, puisqu'on est dans le secret, dans le non-dit. S'il raconte certaines histoires, c'est aussi pour en cacher d'autres. Et c'est lui qui devient le conteur de l'histoire. Les autres personnages sont un peu maintenus dans un flou. Et voilà, toute la structure narrative repose sur ça, sur sa capacité à ne pas dire l'important,
et à dire et à remplir l'espace d'autres choses et d'autres histoires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup de chance parce que vous vous connaissez par ailleurs, en dehors de cette modération. Vous partagez, vous avez lu vos livres respectifs ou pas encore? Oui. Et alors, Ferhat, vous avez retrouvé un peu de cette banlieue de Nanterre que vous avez côtoyée en votre temps en lisant les livres de Soufiane? Alors, pas tant sur la thématique de la banlieue, mais sur la thématique de l'enfance. Je pense, on n'en a pas réellement parlé, Soufiane et moi, de cela, mais je crois que c'est un obsédé comme moi, je me permets, de l'enfance. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé à la lecture de ces deux romans, parce que j'espère, en tout cas, avoir aussi cet hommage-là à l'enfance. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans, mais j'ai l'impression lorsque j'écris ces romans, que je reste l'enfant que j'étais. Et donc, pour ma part, l'enfance, c'est aussi le souci du détail, des choses qui ne semblent pas forcément importantes. Je parlais volontairement tout à l'heure de la glace à l'abricot, mais cette glace à l'abricot, elle est l'ossature, pour reprendre le terme de Soufiane, de toutes mes histoires sur l'Irak. Ce regard de l'enfance qui est aussi insouciant, qui est insouciant sur des histoires tragiques, ce non-souci de casser la pudeur familiale, de poser les questions qui dérangent, ça c'est quelque chose que je retrouve chez Soufiane et qui, moi, m'habite dans l'écriture, mais aussi dans ma vie personnelle. J'essaye de rester à hauteur de l'enfance. Et vous, Soufiane, vous avez plongé dans l'univers de Ferhat? Pour parler d'un autre thème, moi, ce serait plutôt la famille qui m'intéresse chez Ferhat et qui, pour le coup, est aussi une obsession commune. Mon premier roman parle de la famille, mon deuxième parle d'amitié, et j'ai l'impression que Ferhat aime beaucoup explorer le thème de la famille, et avec le premier roman sur son père et le deuxième avec son oncle. Et j'ai l'impression que Bon, ces deux romans reposent sur une question aussi, parce que le personnage du père a un secret dans le premier roman. Le personnage du père a un secret, et tout le roman, c'est l'enquête d'arriver à ce secret-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le deuxième, c'est encore plus mystérieux. C'est le personnage de l'oncle est un personnage très romanesque. De toute façon, c'est un pilote d'avion. Les pilotes d'avion, ça a toujours fait rêver tout le monde. Et surtout avec Amig, aux commandes d'Amig. Hein, Et bon, voilà, on se retrouve sur l'enfance, je pense qu'on se retrouve sur la famille aussi. Alors peut-être que la formule, elle est un peu grandiloquente, celle que je vais prononcer, de réparer ou rééquilibrer les mondes, parce que ce qu'il faut dire, Ferhat, alors, c'est que vous l'avez dit, pour ce roman, inventé un double littéraire. C'est un prénom que vous auriez pu porter, le prénom de votre double littéraire, qui va mener l'enquête pour en savoir plus sur cet oncle, avec la découverte aussi, vous le dites avec humour dans votre livre, que Perdu de vue de Jacques Pradel, ça existe aussi en Russie, hein, ça c'est une découverte, et il y a des démarches, etc. Et d'ailleurs le prénom de votre double, qui se prononce bien Teymour, on trouve comme signification faire force et détermination. Je ne sais pas si la traduction est exacte. Et vous-même, vous vous appelez Ferhat. Euphrate, c'est un lieu. Hein, donc c'est intéressant de voir la dimension géographique, et vous avez notamment eu un enfant que vous avez appelé Aden, c'est ça? Toujours un lieu. Donc il y a cette idée de géographie qui fait l'histoire, c'est important aussi. Pourquoi je dis ça, la géographie fait l'histoire? Parce que cet oncle dont on parle, il a disparu entre deux villes qui ont 2300 km de distance. Donc ça paraît presque incroyable. Tant la distance est longue, on se dit, il y a quelque chose d'une géographie qu'on ne maîtrise pas. Alors que normalement, l'avion, il est tracé, etc. Tout devrait être clair. Wow, vous avez évoqué énormément de choses. Désolé. Non, mais c'est très juste. Alors, par quoi je pourrais commencer? D'abord par les prénoms. C'est vrai que, je crois que Soufiane aussi l'a évoqué, les prénoms, c'est très important dans un roman, dans une histoire. Il y a souvent aussi un sens caché ou une forme de clin d'œil. Pour répondre à votre question, Teymour, c'est le prénom que voulait me donner ma mère, par exemple. Donc c'était un clin d'œil à ma mère, mais j'en parle sans problème. Et il caractérise le personnage de encore une fois, de cet enfant qui pose les questions là où on ne l'attend pas, et qui a cette détermination. Effectivement, Teymour en arabe, ça veut dire volonté de faire.
Et donc il y a cette insistance et presque ce rôle du membre de la famille qui est vu comme l'étranger. Donc c'est une forme de double littéraire qui me permet, moi, d'explorer des thématiques qui sont quand même encore sensibles aujourd'hui dans ma famille. Et je me sens plus libre à l'idée d'inventer un personnage qui certes me ressemble, mais qui a aussi ses différences. Et je dis ça parce que, pour ma part, je n'écris jamais contre ma famille. J'écris pour elle. Et donc j'écris à partir d'elle. Et quand je dis cela, c'est que j'ai l'autorisation des membres de ma famille qui sont concernés par cette histoire pour explorer leur monde. Je dis ça, c'est important parce que, sans jugement aucun, il y a des livres qui sont des sortes de règlements de compte. Moi, c'est pas le cas du tout. Et puis, pardon, je fais une digression, mais pour répondre à votre question sur la géographie aussi des lieux, j'ai essayé de me projeter aussi dans la vie de cet oncle qui, à l'époque, a 18, 19, 20 ans, dans cette époque trouble de ces relations entre l'Irak et l'URSS, de ces grandes guerres qui vont arriver, la guerre de 67, la guerre des 6 jours à laquelle il va participer. Et en me projetant dans sa vie, j'ai réalisé à quel point, effectivement, la distance entre Bagdad et la ville de Krasnodar, dans laquelle il va être envoyé en Russie à l'époque pour être formé sur le MiG-21, était le passage d'un monde à l'autre sans trace, en fait. On était vraiment dans une autre époque. On pouvait disparaître. C'est important de le signaler parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement avec les guerres modernes, la technologie fait qu'on est toujours tracé et on n'était pas dans cette époque-là. Complètement, et d'ailleurs là on est en plein dans l'actualité, il y a des militaires français qui s'amusent à courir sur leur porte-avions en utilisant Strava, c'est une application de running, de course, et donc on peut les localiser, c'est qu'en fait on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans être vu. Ce qui m'intéresse dans cette époque-là, on parle de 68, 69, 70, c'est effectivement qu'on peut disparaître en imaginant ne pas laisser de traces. Sauf que il laisse des traces. Et la première trace, c'est le silence, c'est le mystère autour de sa disparition, qui va perdurer de génération en génération jusqu'à arriver dans mon monde à moi. Et là, je parle de moi, parce que cette histoire est une fiction, mais part d'une quête réelle et personnelle que j'ai. J'ai réellement un oncle que je n'ai pas connu, qui a disparu et qui a eu des liens avec l'URSS, et peut-être des liens avec d'autres personnes sur place, c'est aussi l'objet du livre. Et dans ma quête personnelle, je n'avais pas l'intention d'écrire un roman. Je voulais répondre à ce mystère. J'ai été confronté à un mur, pour faire vite, à un mur dans le réel qui m'a poussé à aller vers la fiction pour répondre à ces questions restées sans réponse. Et je terminerai par cette émission que vous avez citée, qui s'appelle Jdi Menia, qui en russe veut dire « Attends-moi », qui est l'équivalent de notre perdu de vue. Là, vous vous en souvenez, hein, voilà, qui a duré 6 ans, hein, c'était pas long. Non, mais ça avec marqué. ce ton dramatique. Voilà, exactement. Nous sommes en ligne avec, vous êtes en contact Exactement. avec. Où des histoires intimes étaient mises sur la place publique. Et moi, ça me gênait déjà en tant qu'enfant, mais en même temps, ça me fascinait. Je ne sais pas quel est le sentiment de chacun, mais il y avait quelque chose de fascinant et de révoltant là-dedans. Sauf qu'en Russie, ça existe réellement depuis 30 ans. Parce que l'URSS a l'histoire qu'elle a eue, et donc il y a des cas comme le mien, il y en a des centaines, voire des milliers, des gens qui recherchent des proches, qui auraient eu un lien, etc. Et pour finir là-dessus, je participe réellement à cette émission. Je suis avec d'autres personnes qui cherchent comme moi des membres de leur famille. Une semaine après, je reçois un appel, après être passé en direct à la télévision russe. On me dit « Tout le monde a retrouvé ses proches, sauf vous ». Et quand je pose la question, on me dit « Mais vous savez, c'est unique chez nous. Nous, on retrouve tout le monde. Nous sommes tous des anciens du KGB. Donc on retrouve les gens en général. » Voilà, un recyclage efficace. Et là, pour votre cas, on n'a pas réussi à retrouver. Jeu de mots pour votre cas, pardon. Merci. Pour votre cas, donc, il n'avait rien trouvé. KGB, oui, c'était compliqué. Et donc, à ce moment-là, je comprends que je suis face à un mur, qu'il y a quelque chose de plus, et qui m'autorise quelque part à raconter une histoire qui me semble être singulière. Voilà. C'est important de le signaler parce que vous le dites, vous brisez ou pas des silences, mais ce n'est pas un roman contre la famille. Et j'ai aussi cette question, peut-être qu'elle sera hors propos pour vous, Sofiane, parce que à la fin du livre, vous écrivez que vous êtes toujours très fier de mentionner le prénom de votre père et de votre mère, hein, dans un livre, vous le dites. Donc ça veut dire que, parce qu'on pourrait tenter dans une première vision en disant, bah oui, c'est des livres pour dénoncer l'emprise d'une famille, les silences, etc. Il peut y avoir toujours cette interprétation que j'ai dit bien hors sujet, hein, notez. Mais justement, ça veut dire que là, au contraire, toutes ces racines, parce que je crois que vous parliez du Maroc avant qu'on débute le plateau, toutes ces racines, etc., c'est plutôt une source d'inspiration et c'est plutôt un des aspects qui vous donne envie d'écrire aussi, de raconter cette
diaspora marocaine arrivée en France et comment elle évolue et comment on est ado dans la France du début des années 2000. Ça peut être une source d'inspiration, oui, cette histoire de diaspora. En l'occurrence, pour Chasseurs d'été, non, parce que c'est un roman. Le narrateur est d'origine marocaine, il est français d'origine marocaine, mais je voulais justement ne pas parler de ça. Je ne voulais pas que ce soit un sujet, parce que trop souvent, c'est un sujet, trop souvent, c'est quelque chose qui est, comment dire, dans les fictions, assez souvent, on va réduire les personnages qui ont une origine, peu importe laquelle, réduire les personnages à cette origine-là. Et là, je voulais que c'est un enfant normal comme les autres, et ça, son origine, c'est une couleur de fond. C'est là. Et pardon de vous interrompre, mais c'est bien, les choses sont bien faites, c'est exactement sur ce point que je voulais en venir, c'est qu'en fait, effectivement, on s'aperçoit que, si j'ose dire, grâce à votre livre, grâce à Chasseurs d'été, on ne révélera pas pourquoi, d'ailleurs, ça s'appelle Chasseurs d'été. Hein, c'est comme. On peut le dire. Vous voulez le dire, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une très belle activité qui consiste à ne jamais passer l'hiver là où il a lieu. Alors, donc, ils traquent l'été partout où il arrive. Je parlais tout à l'heure de la manière, c'était vraiment un enjeu dans l'écriture du bouquin, la manière que peuvent avoir des adolescents de voir la vie, de voir les choses, et essayer d'expurger ça d'un regard adulte. Vraiment que ce soit des adolescents, la vision des choses des adolescents. Et en fait, il y a une conversation au cœur du roman, qui est une conversation assez innocente entre plusieurs personnages, et un des personnages qui dit que plus tard il va être chasseur d'été. Il va vouloir vivre en été. Il va vouloir... c'est-à-dire qu'il va changer d'hémisphère en fonction des saisons. Et pour pouvoir faire ça, parce qu'il reste très pragmatique, pour pouvoir faire ça, il va devenir maçon, parce qu'on a besoin de construire des maisons partout, alors que son ami va être journaliste, et bientôt les ordinateurs feront les articles. Alors que lui va être maçon, il va construire des maisons partout. Et il a cette vision des choses pragmatiques, et je trouvais ça assez poétique qu'il ait cette ambition assez farfelue de vivre constamment en été, et en même temps d'avoir une logique derrière, et la logique de construire des maisons. Et ça, avec mon éditeur, on a choisi ça comme titre parce qu'on a trouvé ça très joli déjà, et parce que c'est vrai, c'est beau. Chasseurs d'été, ça fait... C'était vraiment un enjeu du roman de plonger les lecteurs et les lectrices dans un monde d'adolescents, dans un monde où on voit les choses différemment. Et ça se poursuit de toute façon jusqu'à l'épilogue où les personnages ont un problème et règlent ce problème avec une manière qui leur ressemble complètement, et un adulte n'aurait jamais fait ça. Et d'ailleurs, ils enterrent un secret, et puis voilà, il y a un secret, et un adulte n'aurait jamais fait ça, et eux, ils ont leur manière d'affronter les choses et de résoudre des problèmes, et j'ai trouvé ça très poétique, et c'est au cœur du roman. Pour l'anecdote, il y avait un titre, le premier titre auquel j'avais pensé était pas bon. Ça s'appelait Les mécaniques stellaires, parce que je faisais une image avec ces histoires de planètes et d'orbites, et parce qu'en fait grandir, c'est passer d'orbite en orbite. En fait, on passe d'un cercle à l'autre, et nos cercles s'élargissent et se réduisent, et les cercles amicaux. Et bon, voilà. Donc les mécaniques stellaires devenus chasseurs d'été. Et c'est important de le signaler, ce que vous dites, Soufiane, c'est qu'effectivement, je le disais à l'instant, les jeunes sont tous dans la même galère ou dans le même monde, et peu à peu les différences s'estompent. Et même ce qui peut surprendre dans le livre, c'est que les différences ne sont pas liées à l'endroit d'où on vient, mais par exemple à des attaches culturelles ou à des revendications culturelles. Vous parliez, Ferhat, du prénom qui sont importants dans les romans. Et il y a ce personnage quand même qui est assez incroyable, qui a des origines japonaises, Naka, qui arrive, et là on se rend compte que finalement, ce qui va le caractériser, c'est pas qu'il vienne d'ici ou d'ailleurs, c'est le fait qu'il ait quelque chose, un peu comme vous avec votre passé irakien, qu'il ait quelque chose d'extraordinaire. Parce il en devient fascinant aussi, par ce biais-là totalement inattendu, là où on est, à l'endroit, ici et maintenant. Je parlais de lui tout à l'heure, en fait, quand je parlais d'un personnage exubérant et très romanesque. C'est pour ça. En fait, alors oui, il est d'origine japonaise. Je sais même plus pourquoi j'ai choisi ça comme. Mais parce qu'il y a un côté fascinant. On peut pas être fascinant. Justement, ce que dit le narrateur à propos de lui, c'est que il a ses origines dans un endroit où ça détonne. Ses origines, il en fait ni le socle de sa personnalité, ni quelque chose de... Comment dire, il vit avec, il ne le cache pas, il ne le porte pas en étendard non plus, juste il vit avec, et
Et il devient un personnage important parce qu'il est exubérant, parce qu'il sait très bien parler, etc., etc. Et pour le coup, c'est très secondaire qu'il soit d'origine japonaise. Et voilà, les personnages, les amitiés, les amis, les personnages amis, il y en a certains qui s'éloignent. En fait, les différences se font pas de ce côté-là. Les différences se font de manière, ce sont des différences économiques, des personnalités, des différences économiques où assez rapidement, on se rend compte qu'il y en a qui ont des cadres familiaux qui ne sont pas stables. Il y en a qui ont des familles dysfonctionnelles, et ceux qui ont des familles dysfonctionnelles se rapprochent et deviennent des amis très proches parce qu'ils trouvent ce qu'ils n'ont pas à la maison, ils le trouvent avec leurs amis. Et pendant que ceux qui ont des familles très stables et fonctionnelles s'éloignent peu à peu. Et à la fin, les chasseurs d'été, ils sont réunis uniquement par, c'est pour ça que je parle de chacune de leurs familles, uniquement par le fait que leurs familles sont dysfonctionnelles à chacun d'entre eux. C'est ça, les liens sont beaucoup plus pluriels qu'on pourrait l'imaginer au départ, quand on commence à ouvrir le livre. Et il y a une autre question qu'on pourrait aussi vous poser, Ferhat, et qu'on a dû vous poser 43 650 fois, donc vous m'excuserez par avance. Vous l'avez dit, vous avez commencé en tant que documentariste, journaliste à aller sur le terrain. Et à quel moment on embrasse quand même la fiction, et même on continue dans la fiction. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on bascule dans la fiction? Je rajoute une parenthèse, c'est que quand on est dans la fiction comme dans votre livre, même les gestes les plus anodins deviennent mystérieux. Je pense par exemple au moment où votre personnage, donc, qui cherche à retrouver son oncle disparu, va aller sur le site internet de l'émission russe. C'est une tâche assez, somme toute, anodine aujourd'hui. Qui ne va pas sur un site internet pour faire telle ou telle démarche? Mais tout de suite, évidemment, comme c'est de la fiction, ça revêt une part de mystère. Alors, je ne sais pas, est-ce que la fiction, ça permet ce qui évidemment ne permet pas la réalité, c'est-à-dire d'imaginer des choses aussi, plus de liberté, puis peut-être traduire des émotions, des silences. C'est ce genre de choses que permet la fiction? Alors oui, entre autres. Je suis toujours reporter. Bien sûr. Non, je précise parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je ne m'imagine pas pouvoir aller dans la fiction sans être immergé dans le réel, dans l'écriture et dans mes reportages, dans les documentaires que je tourne. Je dis ça parce que effectivement, il y a, et je l'assume tout à fait, il y a des limites dans le journalisme qui sont autorisées, enfin comment dirais-je, qui autorisent autre chose dans la fiction. Dans le journalisme, évidemment, je vais à la rencontre de l'autre. C'est l'autre qui m'intéresse. Et j'ai cette obsession, encore une fois, ce terme pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est un autre débat, mais je veux dire... En tout cas, il y a des faits quand on est journaliste. Il y a quelque chose de factuel, et moi, j'ai toujours aimé ça, et je l'aime toujours, ce sacerdoce, mais je me suis senti limité, parfois, dans mon écriture journalistique, par des choses beaucoup plus personnelles que je ne pouvais pas me permettre d'inclure. L'émotion, vous l'avez évoqué, on peut écrire des papiers avec un ressenti dans le journalisme, mais il y a des limites quand même. Il faut savoir s'arrêter. Ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est effectivement d'abord cela, pouvoir être tout à fait transparent sur les émotions, pouvoir inventer des choses, mais ce qui m'a surpris, même si ça peut sembler naïf peut-être, c'est que parfois dans la fiction, on se rapproche d'une vérité qu'on ne soupçonnait pas. En inventant des choses, parfois on touche une vérité. Et je m'en suis rendu compte dès l'écriture de mon premier roman, qui, comme le disait Sofiane, évoque beaucoup la figure du père, mais de l'exilé aussi, de l'amnésique. J'ai inventé des scènes de la vie de mon père que je ne connaissais pas, et des proches de mon père sont venus me voir en me disant « Mais comment as-tu su ?» Et moi, je ne savais pas, en fait. Et ça il y a quelque chose presque de l'ordre du mystique là-dedans, que je ne retrouve pas dans le journalisme, évidemment. On n'invente pas dans le journalisme, on n'est pas censé le faire. Si c'est du vrai journalisme, effectivement. Mais dans le roman, on peut se le permettre, et encore une fois, j'insiste là-dessus. Pour mon deuxième également, j'ai inventé des scènes autour d'une grand-mère que j'ai eue, mais que je n'ai pas connue. J'ai inventé des scènes et ma mère est venue me voir en me disant « Mais comment as-tu su ?» J'ai eu exactement la même question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, pour ma part, une forme d'équilibre. En étant confronté au réel et en ayant l'espace
parfois vertigineux pour inventer en touchant une vérité peut-être beaucoup plus précise. Et c'est pour ça que je crois que c'est dans mon premier roman que je mets en exergue une phrase que j'aime beaucoup de Jean Cocteau, qui dit qu'un roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. Et c'est comme ça vraiment que j'aborde la fiction. C'est un prolongement en fait du réel pour moi. Et on peut d'ailleurs le goûter dans votre livre, si j'ose dire, Ferhat, parce que vous imaginez des scènes par excellence auxquelles vous n'avez pas pu assister. Par exemple, c'est le début de la carrière de Adèle, cet oncle qui va disparaître. Vous parlez de son envol en septembre 1966. Vous écrivez sur le tarmac de Rabania. Son instructeur l'attendait près du Provost britannique, moteur encore silencieux, figé dans l'attente. Adèle aspira profondément afin de masquer l'agitation qui le gagnait. Était-ce la peur, de l'excitation, sans doute un mélange des deux? Non loin de là, sa mère et ses sœurs, venues spécialement pour assister à ce moment, observer la scène. Bon, ce n'est qu'un extrait, mais ça veut dire que ça, vous l'avez revécu, vous l'avez imaginé. Il n'y a que la fiction qui autorise cela. Ou peut-être que vous aviez de brèves idées ou vous aviez glané des mots qui pouvaient vous indiquer ce à quoi ça pouvait ressembler. Alors, je suis pilote. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas mal. Pour un journaliste... J'aurais aimé, en fait. Je rêvais, alors, comme beaucoup d'enfants, je pense... Je crois que tout le monde dans la salle, même aujourd'hui, on aimerait bien être pilote. Personne ne m'a cru. mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, d'une part, je rêvais d'être pilote, donc j'ai toujours lu des romans ou même des ouvrages, des manuels parfois de pilotage d'avion. Déjà. On a un point commun. Ok. D'une part, j'ai dans ma famille j'ai des cousins qui sont pilotes d'avion, donc je me suis énormément documenté par leur expérience au-delà des livres que j'avais lus, et j'ai eu la chance, avant l'écriture de ce livre, de pouvoir embarquer à bord d'un avion de chasse français, donc c'était pas un MiG-21, c'était un Mirage, et donc j'ai eu l'expérience du décollage. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire quand j'ai essayé de m'imaginer dans la peau de cet oncle, Adèle, qui à ce moment-là a 18 ans, quand il fait son premier envol, tout seul. Et c'est ça que j'essaie de reproduire. Et je dis ça parce que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a des choses que je ne pourrais pas inventer sans me documentant comme un journaliste. On n'est pas obligé d'être journaliste pour se documenter, mais c'est tellement un réflexe que j'ai dans mon travail de reporter que lorsque je mets la casquette du romancier, je ne peux pas m'empêcher de l'être aussi journaliste pour ce genre de détails. J'aurais pu imaginer des choses, mais j'ai fait relire mon chapitre par des amis pilotes qui m'ont dit oui, c'est ça qu'on ressent la première fois. Donc j'ai voulu valider cet imaginaire par le réel aussi. Soufiane, est-ce que ce réel qu'évoque de son côté Ferhat, vous l'avez rencontré parce qu'on peut imaginer que les personnages de votre roman, vous les avez rencontrés dans la vraie vie, quand vous étiez plus jeune. Ou peut-être même dans vos classes, puisqu'après vous êtes devenu prof. Enfin, après avoir grandi, j'entends. Alors, il y a plusieurs personnages dans le roman. Il y a 3 personnages notamment qui s'appellent Julien, Paul et Max, qui sont largement inspirés d'amis d'enfance. Et en l'occurrence, j'ai même pas changé leur prénom. Je leur en ai parlé. Ils étaient d'accord là aussi, il y a eu une négociation, non, même pas. Je leur ai demandé avant la publication, je leur ai demandé est-ce que tu veux que je change ton prénom. Ils ont tous été ok pour que je garde leur prénom. Et je voulais les garder parce que leur prénom, je trouve que leurs prénoms conviennent parfaitement au personnage. Et donc c'est un mélange, évidemment, c'est un mélange entre des gens qui existent, que j'ai croisés, et des gens que j'invente complètement. Mais après, évidemment, c'est le point de départ. Hein. Le point de départ est réel. Après, ça devient un personnage. Pour ce qui est de... Et en fait, un des enjeux, vraiment, c'est de parler des amitiés d'enfance parce que on a tendance à voir les amitiés en fonction de leur durée. Est-ce que l'ami le plus précieux, c'est celui que vous avez toute votre vie, etc. etc. Mais je considère quand même que les amitiés d'enfance sont extrêmement importantes et assez souvent, elles ne durent pas, surtout quand on grandit à la campagne. Quand on grandit à la campagne, on grandit et après, chacun va dans les 4 coins de la France et ça ne dure pas. Et je trouvais ça assez... Je voulais rendre quelque chose à ces amitiés-là parce qu'elles sont extrêmement importantes, elles sont constituantes de nous, de nous-mêmes, parce que
je considère que 5 ans d'une amitié quand on est adolescent et qu'on se construit, ça vaut bien 15 ans, 20 ans d'une amitié lorsqu'on est adulte et qu'on ne peut se voir que 2 fois par an. Et un des enjeux, c'est de rendre quelque chose à ces amitiés-là. Et donc, c'était naturel pour moi d'utiliser certains de mes amis d'enfance que je vois aujourd'hui 2 fois par an, parce qu'il y en a un qui habite à Tahiti et puis l'autre qui habite en Espagne. Enfin, voilà. Et pour ce qui est de mes élèves, non, c'est assez éloigné. J'ai un rapport de professeur, c'est autre chose. Je pars vraiment de mes souvenirs. Et en revanche, ce qui était important pour moi en écrivant le roman, c'était alors, l'action se passe au début des années 2000, et je voulais qu'on puisse retrouver son enfance, quel que soit notre âge. Si on a eu une enfance dans les années 80, dans les années 60, dans les années 2000, 2010, je voulais qu'on puisse s'y retrouver. Et donc, j'ai essayé de parler de choses qui peuvent nous relier tous, parce que les adolescents, notamment en rencontre, il y a des tas de gens qui me disent mais on les comprend plus, ils sont tout le temps sur leurs écrans, etc., etc. Évidemment, il y a des différences, mais au fond, ça reste... L'aventure de la jeunesse reste la même. Exactement, c'est les mêmes expériences et c'est les mêmes découvertes, et le fond reste le même, et donc je voulais qu'il y ait ça, et pour le coup, j'en suis assez satisfait, parce que j'ai eu des lecteurs et lectrices de plusieurs âges différents, et le dernier en date, c'est un de mes élèves de 3e qui a lu le bouquin il y a 2 semaines, et qui s'est beaucoup retrouvé. Donc, j'étais content. Il y a peut-être aussi cet autre point commun entre vos livres, c'est le regard de l'adulte sur l'enfance, ou en tout cas sur des choses qui ont marqué l'enfance, puisque finalement c'est les adultes qui vont raconter. Et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Ferhat, dans votre précédente intervention, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le destin de votre père, il est assez singulier. C'était un intellectuel opposé à Saddam Hussein. Il arrive en France, et en France, il va vendre des cartes postales touristiques près de Notre-Dame. Donc déjà, le personnage même, tout ça est vrai, c'est déjà un sujet de roman. Et on parlait de réparer, entre guillemets, réparer les mondes, je ne sais pas comment le dire, c'est que là, il y a eu ce travail de ressusciter un Irak qui n'existait plus. Donc ça veut dire que, au-delà de la documentation que vous avez réunie, est-ce que vous vous êtes entouré, je ne sais pas, de musique, de parfums? Est-ce que vous écriviez avec des cartes postales, des chansons? Comment s'est passé ce travail? Alors oui, il y a une forme de rituel, en tout cas pour ma part, dans l'écriture, où chaque livre aura sa couleur, sa musique. Donc il y a une BO du film, comme vous pourrez dire? Oui. Une BO du film, du livre, du livre. Vous aviez corrigé, c'était pour vous réveiller. Du livre, ouais. Un film peut-être un jour. Bientôt. Hein, donc. Mais oui, il y a une BO du livre, des deux, qui est souvent liée à l'époque. C'est logique, hein, que je vais relater, mais aussi lié à des anecdotes personnelles ou que j'ai recueillies dans ma famille, où je savais que, justement, pour revenir à l'oncle Adèle, je savais ce qu'il écoutait, selon certains membres de ma famille. Donc j'ai plongé dans son univers, que j'ai apprécié d'ailleurs, et donc qui m'a aidé à avancer dans l'écriture. Il y a aussi ce rapport, vous parlez des réparés, mais oui, c'est une forme de réparation pour ma part de l'amnésie. Une réparation de l'amnésie collective et individuelle. C'est une autre de mes obsessions. J'éprouve une énorme forme d'injustice à l'idée que certaines personnes, certains parcours soient oubliés. Mon père, pour moi, c'était un personnage romanesque en tant que tel, mais qui a été oublié par sa famille, par l'histoire, avec un grand H. Qui avait un parcours effectivement assez atypique et qui a fait ce que je suis quelque part. C'est très banal ce que je dis, mais j'ai hérité en fait de cette anormalité que mon père a apportée avec lui. J'en ai hérité. J'aurais pu tourner ça autrement. J'ai pris ça comme un héritage qui a été très positif pour moi, mais aussi avec ses douleurs, aussi avec ses souffrances, et aussi avec ce côté insupportable d'imaginer qu'on puisse oublier quelqu'un. Et donc l'écriture, pour moi, est une forme de réparation mémorielle autour de personnages et de lieux. C'est pas anodin, c'est vrai. Je parle du père, je parle de l'oncle. Je vous cache pas que je suis en train d'écrire
un troisième roman où j'évoque encore une figure familiale. Après, j'espère que j'arrêterai, que je passerai à autre chose, mais j'ai encore des contes à rendre. Des contes comme compter, hein, pas comme compter. contes COMPT. Mais comme des contes, si, des contes à rendre à cette amnésie. Je veux la casser, en fait. Ah oui, donc c'est vraiment un combat contre la... Je veux l'inscrire sur le papier, que je sois lu par 12 personnes ou 100 000, ce n'est pas le problème. Je veux rendre hommage à ces figures-là. C'est ça qui m'anime. Sachant, et c'est pas un mystère, vous l'aviez déclaré, je crois que c'était sur Arte, qu'il y a quand même une belle image. Donc votre père vendait ses cartes postales sur le parvis de Notre-Dame et vous avez pu travailler pour des éditeurs qui ne sont pas loin en fait. Donc c'est assez drôle que cette géographie de l'histoire, il n'est plus là pour le voir, mais quelque part il y a comme une correspondance entre deux univers en fait. Alors oui, il y a ça, merci de rappeler cette anecdote, mais il y en a une autre avant, c'est que mon père, avant de vendre des cartes postales sur le parvis de Notre-Dame, a vendu le journal Le Monde à la sortie du métro. Et je le comprends aujourd'hui avec le recul, il m'emmenait parfois avec lui le week-end. J'avais 4-5 ans. Hein. Il m'emmenait avec lui, il me faisait rendre la monnaie aux passants. Et je me suis toujours posé la question, arrivé à l'âge adulte, de cette démarche. Mon père n'était pas quelqu'un qui était dans la victimisation, qui m'a jamais fait de remontrance sur voilà, le sacrifice, ce que c'est, etc. Quand il m'emmenait avec lui, il ne me disait rien. Mais je sentais qu'il me regardait, qu'il m'observait. Et pour moi, avec le recul, c'est peut-être une interprétation. Je me disais qu'en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est un jour, mon fils, tu écriras dans ce journal. Tu écriras des romans, tu écriras notre histoire. Sans me le dire. Et j'ai écrit pour Le Monde, j'ai écrit pour des journaux, j'ai écrit des romans qu'il n'a pas lus, puisque j'ai écrit à partir de sa disparition. C'est ça ce qui m'a emmené vers la fiction, mais voilà, je pense qu'il y a des signaux lancés de façon silencieuse que j'ai perçus comme tels. Et il vous regardait silencieusement puisqu'il ne disait rien, donc là c'est un silence inspirant, c'est aussi ça qui est intéressant. Et vous, Soufiane, est-ce qu'il y a eu ce travail, même si vous vouliez raconter une jeunesse à laquelle tout le monde peut s'identifier, de vous entourer de référents culturels? Parce qu'il y a beaucoup de références culturelles de l'époque dans votre livre qui nous parlent encore. Il y a le foot, il y a la musique, il y a plein d'autres choses. Mais est-ce que vous vous êtes replongé dans l'époque ou pas particulièrement? C'est vos souvenirs qui ont nourri tout cela? D'abord, je voudrais juste dire que j'ai adoré ce que vient de dire Ferhat et je souscris complètement. L'idée de rendre quelque chose, de rétablir quelque chose. Mon premier roman se passe à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, à l'est, dans une région assez reculée. Et c'est une région qui est complètement oubliée, notamment du reste du pays, parce que pour le reste du pays, c'est l'Algérie, cette région-là. Et c'est une région où je vais chaque été depuis que je suis petit. Et il y a vraiment l'idée de donner moi je formulerais ça comme ça, c'est donner la parole à des gens qui n'ont pas la parole. Et tout à l'heure vous citiez ce que je dis sur mes parents, où je suis content d'écrire leur nom sur une couverture de livre. Et ça, j'ai emprunté cette phrase à un ami à moi, où on avait 20 ans et on se rêvait écrivain. Et je lui ai dit... qu'est-ce que tu dirais à tes parents? Et en fait, il m'a dit oui, je lui dirais je dirais à mon père qu'il y a son nom sur la couverture d'un livre. Et en fait, c'est quelque chose dont en l'occurrence, je suis très fier. Et c'est bon pour l'anecdote, mes parents pour le coup, ils sont pas allés à l'école, ils savent ni lire ni écrire. Et l'idée de mettre ça, c'était rendre quelque chose. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est des références. Quel talent ces auteurs, ils arrivent à répondre à une question en 2 volets, à faire la transition, bravo. Pour ce qui est des références, oui, des références musicales qui peuvent plonger dans l'époque, c'était important et j'aime bien les parsemer ici et là dans les livres. Pour mon premier roman, il y a beaucoup de travail de traduction. J'imaginais les personnages dire des choses en arabe et les traduire en français. Ça donnait une couleur au texte que j'aimais beaucoup. Il y avait une forme de poésie que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait cette démarche aussi pour les noms de parties, où les noms de parties sont tous tirés de chansons de rail ou de chansons traditionnelles marocaines ou algériennes des années 90, fin des années 90. Et ça, pour le coup, c'est une époque, et c'est l'époque de mon premier roman, c'est l'époque où on allait au Maroc et il y avait ces cassettes-là. Et encore une fois, je viens d'une famille qui n'écrit pas, qui ne lit pas, mais qui parle beaucoup. C'est une tradition très orale dans ma famille, où mon père, notamment, a un langage très, très poétique, et il y a pas mal de phrases que je lui ai piquées, que j'ai traduites. Et donc, il fallait que ça passe par cette oralité et l'oralité de la chanson.
Alors, vous diriez que dans cette famille qui ne lisait pas et n'écrivait pas, il y avait quand même le récit ou l'art de la parole qui vous a poussé à devenir homme d'écriture. Et c'est très très prégnant dans mon premier roman notamment. Et pour le deuxième roman, je parle de références musicales qui ont pu animer mes années de lycée, où il y a une sorte de frénésie et de liberté qui vient avec certaines chansons et certaines références, qui sont même pas de cette époque-là, hein, mais je sais pas pourquoi on écoutait ça, alors que c'était pas notre époque, mais c'était David Bowie et des trucs comme ça. Et oui, des référents. Et c'était la couleur que ça donnait, c'était une forme de frénésie et de liberté, parce qu'ils sont au lycée, ils sont sortis de leur ville pour la première fois et ils découvrent plein de choses. Et voilà. Et cette idée aussi de groupe d'amis qui est important, de bande d'amis qui va évoluer, c'est-à-dire qu'on est ensemble et que on fait face aux premières questions que pose la vie, qui peuvent paraître parfois graves, parfois futiles. C'est aussi cet élément peut-être on a tendance à oublier de l'enfance ou de cette partie adolescente. Quand vous disiez on a du mal à comprendre la jeunesse d'aujourd'hui, en fait c'est des choses qui ont toujours existé et qui, espérons-le, l'idée d'appartenir à quelque chose. Je pense qu'une de mes obsessions, c'est le cas pour mon premier et ma deuxième roman, c'est l'idée de trouver sa place, trouver une place. Et je pense vraiment que c'est une de mes obsessions. Je suis le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Bon, et trouver une... Il y a un travail. Il y a un vrai travail. Et là, en l'occurrence, pour des enfants, bien sûr que ça constitue des étapes. Trouver une place dans un premier cercle, dans un deuxième cercle, dans une cour de récré, dans une classe, dans une famille pour mon premier roman. Et là, et là pour le deuxième, c'était vraiment l'idée d'amitié. Alors vous savez qu'après cette modération, les auteurs ici présents iront dédicacer leurs romans, si vous ne les avez pas encore lus. Mais comme c'est un peu la tradition et c'était toujours agréable d'écouter un auteur lire son livre, on va partager un peu de Le ciel est immense. Ferhat, alors quel extrait vous vouliez partager avec nous ? Vous avez parlé de l'envol d'Adèle, donc je vais lire voilà, on reste petit passage. Dans ce monde. Il y a un côté Saint-Exupéry, on ne peut pas s'empêcher. Exactement. Alors le contexte, c'est qu'il est pour la première fois aux commandes de son avion d'essai. Il va s'envoler seul. Lorsqu'il poussa le manche en avant, il fut plaqué contre son siège. Le Provost, avion britannique, s'ébranla, accéléra. La piste défila à une vitesse croissante et comme par miracle, Adèle se retrouva en l'air. Il avait décollé. Une vague vision d'arbres, de maisons et de bâtiments qui rapetissaient. Un paysage qui s'estompait derrière lui. Il escamota les trains d'atterrissage, réduisit les gaz et régla l'hélice au pas de croisière. Le corps tremblant sous l'effort et l'adrénaline, Adèle confirmait son statut de pilote. Des mois de préparation physique et mentale, des exercices fastidieux, tout cela pour cette précieuse minute. Où se trouvait-il désormais ? Il avait parcouru plusieurs kilomètres en quelques secondes. La piste de départ n'était plus qu'un trait de fusain à l'horizon. Il amorça un virage timide, repassa au-dessus de la base, tourna à droite, puis à gauche. Il tira sur le manche et grimpa à 3000 mètres en un clin d'œil. Peu à peu, il apprivoisait la machine et finissait par se détendre. Quelques millimètres de déplacement sur la manette des gaz suffisaient à galvaniser le moteur. Il osa un piqué. D'abord doucement, puis la vitesse s'accrut d'un coup. La terre se rapprochait trop vite. Pris de panique, il tira sur le manche. Son corps s'enfonça dans son siège, écrasé sur la force centrifuge. Une masse invisible pesa sur sa colonne vertébrale. Ses yeux se voilèrent un instant. Il réduisit brusquement les gaz. Des alertes radio lui vrillèrent les oreilles. Déjà 1 heure dans le ciel. Dans les airs, on n'avait pas le même rapport au temps. Il ouvrit le radiateur, coupa les gaz, régla l'hélice au plus petit régime, ajusta son siège et entama la descente. Ne pas paniquer, atterrir comme il avait décollé, dans le contrôle, et si possible avec un autre miracle. La piste grossissait à vue d'œil. Rester serein, tirer lentement sur le manche. Il pensa à l'énorme hélice qui ne devait pas toucher le sol. L'avion se posa dans un choc métallique qui résonna dans tout le fuselage. Un coup de frein à gauche, un autre à droite. Le Provost s'immobilisa en bout de piste. Adèle, celui dont le nom est tu dans notre famille, ou murmuré avec une réserve quasi sacrée, fut pourtant l'un des premiers pilotes irakiens à franchir le mur du son. Merci beaucoup.
Et voilà, et ce qui est intéressant effectivement dans ce passage, c'est un élément qu'il faut noter, c'est qu'en plus, le pilote est auréolé de cette gloire particulière par rapport au mur du son. Donc en plus, il y a le silence autour d'un pilote qui dépasse le mur du son. C'est un peu l'ironie de la vie ou l'ironie du destin, qui est très orientale en quelque sorte. Alors Soufiane aussi, on va partager un moment de cette jeunesse en mouvement dans le temps. Quel moment vous avez choisi de partager avec nous ? Ben justement, jeunesse en mouvement dans le temps, je trouve que ça correspond bien au passage que j'ai choisi. On avait bien révisé. Naka dormait sur un matelas à côté de mon lit. Nous pouvions passer de longues après-midi en silence dans une familiarité parfaite. Le soir, nous parlions longtemps, jusqu'à très tard, de tout et n'importe quoi, en regardant les taches au plafond comme on le ferait d'un ciel étoilé. Nous y voyions des motifs, l'Australie, une tortue sur un skate. Il me disait qu'il aimait ma chambre parce qu'elle avait le sens de l'épure. C'était involontaire, mais c'était vrai. J'avais peu de meubles et la seule chose un peu originale était la peinture sur les murs. Il me parlait de son père aussi. Ses versions de sa mort changeaient parfois. La seule constante était que Naka avait 4 ou 5 ans quand il l'avait perdu. Lors de notre première rencontre au collège, il nous avait dit qu'il était mort d'une crise cardiaque à 42 ans et que lui-même mourrait probablement à cet âge-là aussi. Il attendait cela de pied ferme, mais ça ne le dérangeait pas parce que, disait-il avec assurance, 42 est un nombre cosmique et il y a un sens caché dans les chiffres. Au début de la classe de 3e, il nous parla d'une maladie héritée de père en fils depuis les bombardements d'Hiroshima et qui apparaîtrait en lui à coup sûr dans les années à venir. Et à son retour de Bretagne en seconde, il raconta avec force et détails haletants que son père avait été assassiné par une mafia chinoise parce qu'il avait assisté à un règlement de compte qui ne le concernait pas. Il avait été présent au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ajouta qu'il l'avait tué à l'arme blanche et qu'il s'y était mis à plusieurs parce que son père était prof de kung-fu et qu'il en avait tué au moins un avant de périr sous les coups. Ce jour-là, je ne m'attardais même pas sur l'histoire. J'ai décidé de le confronter sur le métier de son père. Au collège, il nous avait dit qu'il était artiste et maintenant il était prof de kung-fu. Naka répondit avec emphase que le kung-fu n'était pas qu'un sport, c'était aussi un art. Il continuait, évoquait des images où il se voyait avec lui, des flashs lumineux dont il ne savait pas s'ils étaient fruits de sa mémoire ou de son imagination. Je me fichais qu'il fabule, parce que nous en venions à dire dans un demi-sommeil, tout au bout de la nuit, que la mémoire et l'imagination sont la même chose. Parfois, quand tout le monde dormait, nous sortions pour déambuler, rejoints par Paul. Il arrivait que Solène et Lise viennent elles aussi, au milieu de la nuit, à vélo sur un scooter depuis la ville voisine. Elles jouissaient d'une grande liberté de mouvement et pour cause. Elles vivaient toutes les deux avec la grande sœur de Lise qui s'absentait souvent. Lise était partie de chez elle parce qu'elle détestait son beau-père. Solène l'avait rejointe par amitié afin de s'éloigner de son grand frère, qu'elle supportait de moins en moins pour une raison que je découvrirai plus tard dans l'année. Elles étaient évasives sur leur famille et se contentaient de nous raconter les mésaventures de leur vie à deux. Elles mettaient le mauvais plat au micro-ondes, elles manquaient de mettre le feu à l'appartement parce qu'elles avaient laissé une plaque allumée. Elles passaient des nuits tourmentées, couteau à la main, parce qu'elles avaient regardé un film d'horreur trop tard dans la soirée. Nous en rions beaucoup. Un jour, en évoquant ces souvenirs, une Lise adulte me confierait légèrement amère qu'elle aurait préféré que sa mère la choisisse elle plutôt que son beau-père et que leurs parents avaient été chanceux d'avoir des filles plutôt raisonnables parce que 2 gamines de 15 ans n'auraient pas dû être autorisées à vivre pratiquement seules. Mais à cette période, nous nous rendions compte de rien. Boulogne était vide, Boulogne nous appartenait. Nous déambulions à 5 dans le noir, emplissant les heures de rien d'autre que nous-mêmes. Les filles restaient avec nous et partaient peu avant l'aube, dérivant sur leur scooter, somnolentes et un peu avinées. À notre retour, mon père insomniaque nous attendait. Il chiquait ou il fumait, assis sur la marche devant la maison, et nous adressait un sourire serein. Il ne nous disait pas d'aller dormir parce qu'il y avait école demain. Il semblait se rendre compte que ces moments étaient précieux et que s'assoupir un peu à notre première heure de cours était un prix que nous étions tout disposés à payer. Nous regardions les étoiles avec lui, il parlait des montagnes arides de son pays d'origine, des océans immenses de la vie qu'il avait choisie, et sa voix mêlée à l'odeur du tabac nous emplissait de désirs de futur. Je crois que si Naka sut si bien parler avec mon père, c'est parce qu'il fut le premier à voir que d'une certaine manière, Hassan aurait toujours 16 ans. Voilà, merci beaucoup. C'est un mouvement qui est raconté dans votre livre. On va bientôt conclure. Et comment on sort de ce roman ? Vous en êtes sorti comment, Ferhat, d'avoir écrit ? Parce que vous nous avez dit un autre roman arrivera, et on en parlera peut-être à Laval, une figure familiale, mais comment on en sort ? Vous avez appris des choses sur vous ? Parce que voilà, on entre à l'intersection entre fiction et réalité, intimité, et puis univers qu'on imagine. Ah, c'est une bonne question, je me la suis pas posée, mais à vous répondre sincèrement, j'ai le sentiment de ne pas encore être allé au bout de cette histoire. Cette émission que j'évoquais existe toujours, je dis Mania.
Je suis passé dans cette émission, moi, en 2011, donc ça fait combien là? Vous parlez russe, ça fait 15 ans. Non, je parle pas russe. Donc ils avaient l'interprète. Oui, le plateau était à Paris. Et je rêve en fait qu'un jour, ce livre soit traduit en russe. Et je l'enverrai, je pense, aux membres de cette émission pour poursuivre en fait la quête. J'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. Et s'il y a une fin, j'aimerais pouvoir l'égratigner un peu, en fait, la toucher. Donc, comment j'en suis ressorti? Heureux qu'on puisse connaître cette histoire, heureux que, encore une fois, ce nom soit sur le papier, qu'on puisse mentionner l'histoire de cet oncle disparu, lui rendre hommage, etc. Mais sur le plan personnel, j'ai le sentiment de ne pas encore être allé au bout de ma quête. Et vous, Soufiane, comment ce livre, en fait, parce qu'on peut se dire qu'avec l'âge adulte, on dit adieu à l'enfance, vous voyez, voilà, on fait un peu un bilan un peu objectif de ce qu'on a vécu. Ça vous a appris des choses sur vous, sur votre rapport à l'enfance, ou voilà, vous passez à autre chose, et puis d'autres histoires seront écrites par vous? Un peu comme pour mon premier roman, j'ai l'impression que c'est deux histoires que je voulais raconter depuis mon adolescence. Depuis mon adolescence, je voulais parler de cet endroit à l'est du Maroc et je voulais parler de cette petite ville un peu moche de Picardie. Et c'est un peu moche, hein, pas beaucoup. Vraiment bon. Et rendre cet endroit romanesque, c'était une sacrée démarche, c'était très bien. Et j'ai l'impression de... Je suis content d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir fait ça parce que je veux le faire depuis longtemps. Maintenant, c'est fait. Et j'aimerais... C'est comme si c'était des tâches à faire vraiment depuis que je suis tout jeune. Maintenant, les cases sont cochées. Et je suis plutôt satisfait des deux textes. Donc, je suis plutôt content. Ouais. Et grâce à vos romans, il y a cette belle phrase qui dit les définitions appartiennent à ceux qui définissent et non à ceux qui sont définis. Et les définitions appartiennent à ceux qui définissent et non à ceux qui sont définis. Et c'est vrai que grâce à vous, bien en fait, on casse en 1000 morceaux plein de clichés qu'on pourrait avoir sur les uns et les autres. Forcément, les êtres humains sont plus complexes. On peut trouver des points communs. Et donc, vous voyez, c'est un visa pour le silence, mais un silence qui se lit, qui s'écoute et qui se découvre. Donc, grâce à nos deux auteurs, vous allez pénétrer dans des mondes, que ce soit Blois ou l'Irak, qu'on connaît moins bien, cette ville de la Picardie. C'est incroyable, d'ailleurs, comme la littérature rapproche des géographies complètement opposées. Et vous allez retrouver dans un instant nos deux auteurs pour une dédicace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à tous. Et à tout de suite pour la dédicace. Merci.